Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du 4 juillet. Le Premier ministre a dit avoir entendu les préoccupations du peuple et annonce un soutien financier de 10 000 roupies par mois aux femmes au foyer, aux retraités sans salaire, aux salariés et aux travailleurs indépendants si le revenu mensuel ne dépasse pas 10 000 roupies pour une personne vivant seule ou 20 000 roupies pour un couple. Si rien n'est fait, dit-il, pour réformer le système de pension, les dépenses liées à la pension de vieillesse atteindront 100 milliards de roupies dans 10 ans. Comment s'adaptent les personnes âgées dans un paysage numérique en constante évolution? Nous avons été voir de plus près. Reportage à suivre. Taxer les chiffres d'affaires des PME à partir de 3 millions de roupies leur donnera accès à des avantages. C'était lors de la PNQ cet après-midi à l'Assemblée nationale. Évacuation en masse en Grèce après des feux de forêt dévastateurs. Plus de 5000 personnes forcées de quitter l'île de Crète. Et dans le carnet culturel de ce journal, 2 événements annoncés pour demain. Daju sera finalement sur scène et un duo indo-sri-lankais racontera l'union divine de Shiva et de Parvati à travers la danse. Le gouvernement dit avoir entendu la voix du peuple et avoir écouté ses préoccupations. À l'Assemblée nationale cet après-midi, le Premier ministre annonce un income support pour 2 catégories de revenus mensuels. D'abord, les personnes vivant seules avec un revenu mensuel jusqu'à 10 000 roupies. Ensuite, les couples avec un revenu mensuel allant jusqu'à 20 000 roupies. Ces personnes qui atteindront 60 ans à partir du 1er septembre 2025 toucheront 10 000 roupies mensuellement. La plupart de ces bénéficiaires sont des femmes au foyer, des retraités, des salariés de 60 ans et plus et des travailleurs indépendants. Le docteur Navin Ramgoolam affirme que cette mesure concerne 46% de personnes âgées de 60 à 65 ans sur les prochains 5 ans. Elle coûtera 8,7 milliards de roupies. Si rien n'est fait, affirme le Premier ministre, les dépenses liées à la pension de vieillesse atteindront 100 milliards de roupies en 2035. Une situation insoutenable, explique le chef du gouvernement, en précisant que sur les 14 dernières années, les dépenses liées à la pension de vieillesse ont augmenté de 825%. Les bénéficiaires devront soumettre leur demande à la Mauritius Revenue Authority. L'argent sera crédité directement sur leur compte bancaire. Voici la déclaration du Premier ministre. Speaker, with your permission, I wish to make a statement concerning the reform of the basic retirement pension. The reform is to gradually raise the eligibility age for the old age pension from 60 to 65 years over 5 years. I want to speak directly and honestly to all Mauritians who look to this government for leadership in difficult times. First of all, let me repeat again. There is utter confusion in the mind of many people between what is a contributory pension and a non-contributory one. A contributory pension requires the beneficiary to pay into the plan from his salary, like occupation pensions. In a non-contributory pension plan, the beneficiary does not contribute for the benefit he receives. The BOP is a non-contributory pension. There is no contribution from beneficiaries. It is funded from the consolidated fund. As a compassionate government, we have heard the voices of the people. We have listened to the concerns and have acted on them as far as possible because the danger for the country, it is not being exaggerated, it is real and it is dramatic. Let me once again assure the House and the population that the government has not taken the decision to reform the basic retirement pension lightly. We have acted out of necessity, not out of choice. Let me recall some of the reasons that have motivated our decision. First, the cost of basic retirement pension payment has become explosive and is unsustainable.
BRP spending in Mauritius has soared from 1.9% of GDP in 2010 to 7.8% in 2024-25. Basic retirement pension expenditure alone would be 55.4 billion rupees this fiscal year. It has almost doubled in 4 years, Mr. Deputy Speaker. It will reach 100 billion in 2035. That is clearly unsustainable. Second, demographic pressures are aggravating the cost of implication of the BRP. Mauritius, as we know, has an aging population and a declining birth rate. The population aged over 60 and above has grown substantially from 186,400 in 2015 to 257,600 in 2024. It will continue to grow as the population ages, and it will reach around 315,000 in 2038. As a result, without any reform, the cost of basic retirement pension on the government budget will exceed 100 billion rupees. Third, as a result of the demographic trends, the ratio of active workers per retiree has plummeted from 7 in 2000 to 3.9 in 2015 and to 2.7 today. And it is expected to drop to 2 by 2035. This means fewer workers supporting more retirees, placing immense strain on public finances. It is a fact that when the number of workers is much higher than the number of older retirees, the basic retirement pension system is relatively sustainable. But when the number of workers shrinks and the number of old age pensioners soars, the system becomes fiscally unsustainable and financially unbearable. Fourth, in the last 14 years, spending on old age pension has ballooned by a staggering 828%. Fifth, Mr. Deputy Speaker, the financial legacy of the previous government is in an unbelievable mess with very high budget deficits, rising borrowing requirements, and a mountain of debt for future generations. The country's financial resources are therefore stretched to the limit and has reached the tipping point. The current pension system, if left unchanged, is simply not sustainable. The situation is such that without reform, we risk a future where there will be no pension at all for any retiree, neither today's retirees nor those of tomorrow. As a responsible government, we could not stay indifferent to such a threat to our society, and particularly to the elderly of our nation. We therefore consider it as a solemn duty of government to ensure a strong and reliable pension system for generations to come. This is why we have chosen a phased approach, raising the eligibility age by 1 year at a time, starting with 61 next year until we reach 65 in 2030. This gradual transition is designed to give families time to adjust and to avoid sudden hardship for those nearing retirement. Mr. Deputy Speaker, we're not alone in this challenge. Across the world, countries are raising retirement ages in response to longer life expectancy and financial pressures of supporting a growing elderly population. Our reforms are in line with global best practice, but we have tailored them to our unique circumstances, mindful of our people's needs and of our nation's values. But let me be clear, Mr. Deputy Speaker. Compassion and responsibility must go hand in hand. We are doing reform because there is no choice. There is absolutely no choice. That is why we have set up 2 interministerial committees to look into the matter and to balance compassion with responsibility. In the interest of time and expediency, we have merged these 2 committees. Mr. Deputy Speaker, after careful analysis of all the facts and figures, government has decided that some families deserve support until they are eligible for the basic retirement pension, which is according to the reform. Government has decided, therefore, to provide an income support of 10,000 rupees per month to persons who reach the age of 60 years as from the 1st of September 2025. These persons will be eligible for the income support provided that A, in the case of a person who is single,
his or her monthly income does not exceed 10,000 rupees, or in the case of a person who is married, the monthly household income does not exceed 20,000 rupees. For a single person, the monthly income will include emoluments, income from business or profession, and contributory retirement benefits, but it will exclude lump sum payable on retirement and other benefits, including the invalidity allowance provided by the Ministry of Integration, Social Security, and National Solidarity. For a married person, the monthly income will include emoluments, income from business or profession, and contributory retirement benefits, but it will exclude the lump sum payable on retirement and other benefits provided, including invalidity allowance, provided by the Ministry of Social Integration, Social Security, and National Solidarity, as well as the basic invalidity pension, the income support in lieu of the BRP, or the BRP being drawn by the spouse. Most of the beneficiaries will be housewives, retirees, employed and self-employed that meet the criteria, which is larger than the initial criteria of focusing on sectors with difficult working conditions. On average, there will be some 7,500 eligible beneficiaries per age group annually over the next 5 years, which represents around 46% of those turning 60. This special effort made by government will cost some 8.7 billion rupees over the next 5 years. The Mauritius Revenue Authority will be responsible for the payment mechanism. Beneficiaries will have to submit a one-time application for the income support to the MRA unless there is a change in circumstances. The income support will be credited directly in the bank account of the beneficiaries, and payment is expected to start on the 1st of September of 2025. Mr. Deputy Speaker, in parallel, we will carry out a holistic review to improve the invalidity pension system, which will start in the coming days. Furthermore, as announced in the budget, a commission of experts will be set up to look into the reform of the 3 pillars that constitute the pension system, as well as revamping of the National Pension Fund to replace the contribution sociale généralisée. The terms of reference of the commission are being worked out, and the chairperson and members of the commission will be appointed very soon. Mr. Deputy Speaker, our decision has been guided by the need to balance social coherence and fiscal stewardship. While our decision favors our deep commitment to social justice, we have ensured that at the same time that our roadmap to fiscal consolidation is not jeopardized. It has been a tough balancing act, but in the end we are confident that we will, with the cooperation and understanding of one and all, take our country safely to port. Thank you. Et le Conseil des ministres a passé en revue les détails et les modalités entourant cette aide financière. Ainsi, les personnes éligibles percevront un income support de 10 000 roupies jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la pension de vieillesse. À savoir qu'une personne répondant aux critères et qui atteindra ses 60 ans dès septembre cette année percevra l'income support pendant une année jusqu'à fin août 2026. Pour ceux qui auront 60 ans entre le 1er septembre 2026 et le 31 août 2027, l'income support s'étendra sur 2 ans. 3 ans seront accordés à ceux qui auront 60 ans entre le 1er septembre 2027 et le 31 août 2028. 4 ans d'income support pour ceux qui atteindront 60 ans entre le 1er septembre 2028 et le 31 août 2029. Et 5 ans d'income support pour ceux qui auront 60 ans entre le 1er septembre 2029 et le 31 août 2030. Et ceux qui auront 60 ans entre le 1er septembre 2030 et le 31 août 2031 bénéficieront de l'income support pendant 5 ans. À noter que ce soutien aux revenus comprendra un boni de fin d'année. On en vient maintenant à la numérisation de plus en plus accentuée des services publics comme privés. Et si en quelques clics, les factures sont réglées et donc du temps gagné, comment s'adaptent les personnes âgées pour qui le comptoir reste un repère? Annabelle Volbert. C'est une habitude bien ancrée.
Chaque fin de mois, de nombreuses personnes âgées se rendent en boutique, comme ici à Rosebel. Elles préfèrent régler leurs factures en personne et ce rendez-vous mensuel est aussi, pour beaucoup, une occasion de sortir de la maison. Internet est une facilité pour une personne. Mais là, quand nous sortons, nous avons un nouveau monde, nous avons un collègue, un camarade. Là où vient là, on fait un service là et d'où et dans grand du monde surtout. Les autres finissent faire SIM card, tout fait des affaires, on comprend. Vous avez essayé ça via Internet, computer, tout ça là, on les a essayé? Non, jamais pas essayé. Je viens direct ici, n'importe quel problème, et non, je viens ici. Ce qui fait ça, mais on essaye online ou Internet? Non, mais pas tout. Mon habitué payé, même moi, je viens de Rosebel, moi, j'ai beaucoup de transactions pour faire. Je viens payer ici même, une seule fois. Du côté du personnel, ce public fidèle est bien connu et on s'adapte. Un comptoir leur est spécialement dédié et c'est avec patience que les employés prennent le temps de les accompagner. Enregistré au SIM card. Ça c'est au numéro. Mettre le numéro ici. Le numéro c'est 5. Même si certaines institutions poursuivent leur transformation digitale à grande vitesse, elles disent rester attentives aux réalités du terrain. Et nous acceptons qu'il y ait un client, quand email, c'est comme si je ne sais pas si comprend. Nous expliquons tout A à Z, nous servons beaucoup par technique pour y comprendre. Nous essayons de convaincre pour mettre WhatsApp pour montrer comment servir. Mais malheureusement, il y a un client, malgré tous les efforts qu'il nous fait, je pars ici, mais quand même, nous l'intention de là, nous essayons de maintenant. La technologie fait désormais partie intégrante de notre société et tout indique qu'elle est là pour rester. L'ensemble de la population devra s'y adapter, y compris les personnes âgées. Mais selon le sociologue Nicolas Ragodou, cette transition doit se faire de manière progressive en tenant compte des capacités et du rythme de chacun. Il faut impérativement qu'on garde l'analogue pour ceux qui ne peuvent pas utiliser la technologie. Il ne faut pas qu'on shift trop vite, qu'on bouge trop vite vers la digitalisation. Moi, je suggère qu'on ait un système parallèle pour eux, qu'on puisse les offrir une assistance. Entre modernité et habitudes bien ancrées, les personnes âgées trouvent leur propre équilibre. Tandis que la société évolue vers toujours plus de services en ligne, elles continuent à privilégier le contact direct, une réalité que les institutions ne peuvent ignorer si elles veulent que la transition numérique reste accessible à tous. La baisse du seuil du chiffre d'affaires annuel taxable des PME de 6 millions à 3 millions de roupies va permettre à 6 900 entreprises de s'enregistrer auprès de la MRA et de SME Mauritius, ce qui leur permettra de bénéficier d'avantages comme le remboursement de la TVA sur le capital investi ou encore sur l'achat de matières premières. Ces précisions ont été apportées par le ministre Adil Amiamia lors de la PNQ cet après-midi au Parlement. Cette mesure du budget va générer un revenu annuel additionnel de 1,9 milliard de roupies. Le compte-rendu de Kavin Tapessar. La PNQ était axée sur l'imposition de la TVA sur les petites et moyennes entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel taxable de plus de 3 millions de roupies. Le leader de l'opposition, Juillet, voulait entre autres connaître le montant du revenu que cette mesure budgétaire allait générer. The estimated revenue to be generated therefrom. C. The number and types of businesses concerned herewith. La réduction du seuil du chiffre d'affaires annuel taxable des PME, passant de 6 millions de roupies à 3 millions de roupies, est devenue nécessaire due à la situation économique du pays, selon le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Adil Amiamia. On est en train de faire ça pas avec gaieté de cœur, but there is a necessity, there is an economic necessity which unfortunately the last government has given us as inheritance. The additional revenue would be approximately 1.9 billion rupees from about 6,900 businesses. The majority of the additional proceeds from lowering the VAT threshold will come from operators engaged in sectors such as trading, manufacturing, accommodation and construction.
Le ministre des PME a déclaré que les petites et moyennes entreprises ne perdront pas au change en s'enregistrant auprès de la MRA et SME Mauritius puisqu'ils bénéficieront du VAT refund, notamment sur l'acquisition de machines ou encore sur l'achat de matières premières pour leurs entreprises. By joining the VAT system, the new VAT registered businesses will be able to recover VAT paid on inputs used, that is on raw materials, semi-finished products, as well as equipment machinery in the production of goods or provision of services. Lors de la séance des questions supplémentaires, le leader de l'opposition a voulu savoir si cette mesure budgétaire allait pousser les PME à réduire le nombre de personnel de leurs entreprises. Selon le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, ce ne sera pas le cas car en s'enregistrant auprès de la MRA et SME Mauritius, ces PME se verront offrir toute une série d'avantages comme des exemptions fiscales ou encore des facilités de duty-free pour l'acquisition de véhicules pour leurs entreprises. Toujours à l'Assemblée nationale, le Revenue Tribunal Bill a été voté avec amendement ce vendredi. Ce projet de loi prévoit la création d'un tribunal pour les affaires fiscales. Il vient remplacer l'Assessment Review Committee de la MRA. Cette nouvelle instance devra fixer une audience avant 120 jours et statuer dans un délai de pas moins de 90 jours. Gavin Glover explique que cette décision vient offrir au public un service plus efficace. Le junior ministre Rajan Narsinghan a lui fait ressortir que le Revenue Tribunal Bill introduit une procédure d'appel plus large et permet d'engager une médiation. Le Gambling Authority Amendment Bill, voté avec amendement ce soir à l'Assemblée nationale, une loi qui vise à redéfinir les rôles et responsabilités de la Gambling Regulatory Authority, mais aussi réorganiser le domaine hippique afin de garantir l'éthique et la transparence et redonner confiance au public. Lors de son intervention, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a parlé de l'importance de ces amendements et a critiqué la gestion de la Gambling Regulatory Authority les années précédentes. Une situation qui, dit-il, a surtout grandement affecté l'hippisme mauricien. On l'écoute. Mr. Deputy Speaker, over the last decade, we witnessed a gradual decline in the horse racing industry. Lack of trust, allegations of race fixing, cases of doping, animal mistreatment, pitiful state of the race tracks, infrastructure and other amenities, including, if you remember, nails thrown on the racetrack before horses started running. This situation was a direct consequence of the memes of the MSM government and its cronies. The Gambling Regulatory Authority, which was supposed to ensure that gambling is conducted in a fair and transparent manner, had in fact lamentably failed in its mission and objectives, as spelled out in the Gambling Regulatory Authority Act. How can the public forget how the mafia, through the proxies, like one Dave Bicari, concocted a Machiavellic plan to get rid of the proud historic legacy in the sports arena that is the Mauritius Turf Club. The MTC, we should all remember, is believed to be the oldest horse racing club in the Southern Hemisphere. It is a happy coincidence, Mr. Deputy Speaker, that this bill is coming practically 230 years after the creation of the MTC on the 25th of June 1812. The same Mr. Bicari, as I have already stated in the House, was also a special advisor to the then Prime Minister, Pravin Jagnnath, and he accumulated many other lucrative positions, such as board membership of not one, 6 state-owned enterprises. He was a board member and vice chairperson of the Gambling Authority, a regulatory authority. He was paid an amount of 3.3 million rupees by the GRA. Let me also remind the House who were the legal advisors retained by the GRA. The services of Mr. Ravi Yerigadu were retained from May 2014 to the end of 2024.
and he was paid 4 million rupees, including a fixed monthly retainer fee of 46,000 rupees. The services of Mr. Krishnath Singh Uchuba, barrister at law, were retained from February 2022 to November 2024 as legal consultant. Additionally, he acted as the head of the horse racing division and was also the chairman of the horse racing committee. He was paid 4.6 million rupees, including a monthly salary of 130,000 rupees. If this, Mr. Deputy Speaker, is not a clear case of conflict of interest, then we should redefine what conflict of interest means. Furthermore, Mrs. Saya Ragabudu, attorney at law, whose services were retained from May 2019 to the end of 2024, was paid 1.4 million rupees. Let me also remind the House that in September 2014, I had set up a commission of inquiry on horse racing in Mauritius to look into serious allegations of corruption in horse racing and in connection with the gambling world. The commission was chaired by Mr. Parry. He was also assisted by Mr. Gunn and Mr. Scottney. A preliminary report was submitted in November 2014, just prior to the new general elections, which were held in December 2014. Surprisingly, after the elections, the preliminary report mysteriously disappeared. In fact, I had taken the precaution of asking the then President of the Republic, Mr. Kailash Prayag, to ensure that the new Prime Minister received the report, the preliminary report. He assured me that it was sent by dispatch rider and they had signed in the book at the PMO. Yet, the former Prime Minister said he never received the report. Never. The interim report was eventually tabled in the National Assembly more than 2 years later, in 2017, not by the MSM government, not by the Prime Minister, but by the then leader of the opposition, Xavier-Luc Duval. He produced that report. There had been no trace of the report anywhere. No wonder the Commission of Inquiry on Horse Racing conveniently disappeared from the then Prime Minister's office. In August 2021, Weekend newspaper managed to interview Mr. Ben Gunn, who is a sports integrity specialist, a former British Horse Racing Authority regulatory director, a former Gambling Commission commissioner, and a former police chief. I picked these people precisely because they had knowledge, they had integrity, and they knew how to do inquiries. Commenting on the weird disappearance of the report of the Commission on Inquiry on Horse Racing, Mr. Ben Gunn assured Weekend newspaper that he handed the final report accompanied by a letter directly to one Mr. Dave Pickard. The latter had told Mr. Gunn that the then Prime Minister, Sanu Jagannath, was too busy to receive him and Mr. Scottney. In his interview, Mr. Ben Gunn added, I quote, "The situation in the racing industry has worsened, and that's a real shame because it looks bad for the future of racing in Mauritius," unquote. That's when the MSM government came in power. This is what he said. He also stated, and let me quote, he said the finance bill of the MSM government in 2021 does not reflect neither the letter nor the spirit of the Paris report on horse racing in Mauritius because it lacks the essential and fundamental elements of independence, unquote. Mr. Deputy Speaker, let me say a few words about the scheme that was put in place for an absolute control of the gambling industry with the clear objective of filling the war chest of the MSM. We knew the decision to abolish off-course booking was taken to favor a notorious bookmaker who was operating through remote control. This resulted in a substantial decrease in gambling revenue and job losses. In every country in the world, the revenue increases. In Mauritius, it decreased. The horse racing division was presented in the Finance Miscellaneous Provisions Bill of 2021
as an independent division whose purpose was primarily, I quote, to ensure that a horse racing organizer effectively discharges its responsibilities regarding the organization of horse racing in all its aspects, including safety, comfort and standards of hygiene, security, discipline, and the prevention of fraud. What happened, Mr. Deputy Speaker, was that the HRD turned out to be nothing but a stratagem to usurp the powers and prerogatives of the horse racing organizer, which was the Mauritius Turf Club at the time. HRD never acted as an independent body. It was acting only as a political agent of the MSM. L'actualité à l'étranger, de violents incendies sur l'île de Crète en Grèce poussent à l'évacuation de plus de 5000 personnes, dont 3000 touristes. Le feu s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'une des principales destinations touristiques du pays. Les commentaires de Megan Bonapanaiken. Les feux de forêt ont été attisés par des vents violents. L'île de Crète est l'une des destinations de vacances les plus populaires de Grèce. Ces touristes ont été évacués vers un centre sportif alors que le feu faisait rage sur la côte. Des vacances qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. It was really getting close, and the smoke was getting closer to our hotel, and then they evacuated the hotel and they brought us here. La Crète est une région avec un climat très sec. C'est aussi un endroit difficile pour les pompiers de faire leur travail. Avec des rafales atteignant 80 km/h, la situation est encore plus compliquée. Si les incendies de forêt ne sont pas rares en Crète, l'île et d'autres pays méditerranéens sont considérés par les scientifiques comme une zone où les incendies peuvent se propager rapidement. Toutefois, ces dernières années, les feux sont de plus en plus destructeurs. Selon les experts, en raison du changement climatique, les incendies de forêt et d'autres catastrophes naturelles deviennent plus intenses et plus fréquents. L'Équateur a saisi près de 3 tonnes de drogue appartenant à la mafia albanaise. Cette opération, qualifiée de grand coup, révèle les liens entre les cartels colombiens et mexicains et les gangs locaux. 5 suspects ont été arrêtés lors de cette intervention. Retour à Maurice pour le plus grand bonheur des fans et après une longue attente, Dadju et Taek seront finalement sur scène demain, samedi 5 juillet, à partir de 20h au stade Anjali Amapu. Des milliers de fans sont attendus pour cet événement musical. Sarah Ounou. Après 2 ans d'attente et plusieurs faux départs, cette fois c'est la bonne. Dadju et Taek monteront sur scène samedi 5 juillet au stade Anjali Amapu pour un concert très attendu par leurs fans mauriciens. Dadju, chanteur français d'origine congolaise, s'est fait connaître avec des titres comme Reine et Jaloux. Taek, artiste franco-camerounais, s'est fait connaître pour son mélange de R&B et d'afrobeat avec des albums certifiés et plusieurs tournées internationales. Leur collaboration attire un large public, notamment pour des concerts réunissant leurs 2 univers musicaux. Le concert débutera à 20h au stade Anjali. Les organisateurs, Ignite Productions, assurent avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires pour la tenue de ce concert. La préparation passe bien. Nous, actuellement, on avance. Avec beaucoup de difficultés, nous réussissons à trouver un lieu qui me pensait idéal. Avec l'appui des autorités concernées, nous réussissons à tout nous permis. Et le concert aura bel et bien lieu, c'est sûr. Nous avons un billet toujours en pré-vente, mais les poulots en first come, first serve. Nous avons un billet à la porte aussi. Venez nombreuses. Depuis 2023, Dadju et Taek enchaînent les reports de concerts à Maurice. D'abord prévus à Bambou, puis à l'usine Montrésor, puis au parking de Bagatelle, chaque show a été annulé pour des raisons d'autorisation manquante, de délais non respectés ou de plaintes de riverains. Dadju et Taek sont attendus à Maurice samedi après-midi avant de monter sur scène pour leur concert intitulé Heritage, The Live Experience. Autre événement à découvrir demain sur la scène locale, à Noorakti, une production indo-sri-lankaise à l'Institut Mahatma Gandhi. Un spectacle qui réunit plusieurs types de danse et de musique portés par un duo. Rencontre signée Krishan Sitya. Shamita Hetij et Vidya Arasu
sont à leur première prestation à Maurice. Ils sont en pleine répétition d'Anurakti, une production chorégraphiée par eux et qui combine plusieurs formes de danse indienne et sri-lankaise comme le Mayurbhanj Chow, le Bharatanatyam ou encore le Kandyan. Since we both are trained in Comme nous sommes tous deux formés à différentes formes de danse, il n'a pas été très difficile d'intégrer ces styles dans notre corps lorsque nous avons commencé à chorégraphier. Mais la musique a été un véritable défi. Le Shiva Tandava Stotram est très populaire et tout le monde a entendu un certain air. Nous voulions qu'elle soit différente et qu'elle fasse ressortir la culture de l'Inde et du Sri Lanka. Different and bringing out the culture of India and Sri Lanka. Anurakti, qui signifie dévotion, rend hommage à l'union divine entre le dieu Shiva et la déesse Parvati, faisant ressortir l'essence spirituelle et artistique de leur relation à travers la danse, la musique et des récits. Le Shiva Shakti, cette représentation de l'homme et de la femme qui s'unissent. Les récits que j'ai entendus sont uniques, c'est comme si le monde entier en dépendait. C'est pourquoi nous les avons choisis comme concept pour la performance. Au niveau des organisateurs, c'est une occasion pour les Mauriciens de découvrir des formes de danse classiques moins connues. À Maurice, en majorité, nous avons Bharatanatyam, Kathak et Kuchipudi. Mais à travers Anurakti, vous trouvez les autres styles de danse comme Karanas, qui est une danse du Natya Shastra. Vous pouvez découvrir Kandyan dance, qui est une danse sri lankais, et aussi Chow, Orisi, une danse qui n'est pas présente à Maurice pour le moment. Et que j'espère ça crée l'envie pour les autres générations d'aller amener ce style-là à Maurice. Le duo sera accompagné d'artistes mauriciens comme narrateurs lors de la performance au MGI. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci. Excellente soirée à vous et bon week-end.